Bonjour tout le monde. J'ai quelques slides normalement. Cool. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Étienne, je suis lead UX à Blablacar. J'imagine que j'ai besoin d'expliquer ce qu'est Blablacar, ça devrait aller. Première question, combien d'entre vous sont designers dans cette salle? Ah, pas mal. Et combien dans des startups exactement? Cool. Du coup, je vais essayer de vous parler un peu de l'histoire de cette équipe design chez Blablacar qui est finalement assez nouvelle. L'idée, c'est que je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on puisse avoir des questions à la fin. Donc, next, cool. Donc oui, donc je fais un peu de design à Blablacar. Et c'est où que je... Cool. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un peu l'histoire de comment on a créé une équipe design dans une boîte qui n'avait aucun designer. Donc, il faut se dire qu'il y a à peu près 2 ans, à Blablacar, il y avait 0 personne qui designait le produit. Donc, tout était fait par soit les PM, soit les designers, les développeurs directement, soit Fred Mazella, fondateur de Blablacar lui-même. Donc, c'était quand on est arrivé il y a 2 ans, il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Et j'essaie de vous expliquer. Ouais. Du coup, je vais commencer par adresser un peu l'éléphant qui est dans la room. Je ne sais pas comment le dire en français, cette expression. Pour vous dire que... Pourquoi ce mec-là nous parle de design? Parce que quand même, le design chez Blablacar, c'est pas un truc incroyable, quoi. Quand tu regardes le site ou l'application, tu te dis pas « Putain, les mecs sont super bons ». Tu dis un peu le contraire. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que quand on est arrivé, il y avait quand même un produit qui était extrêmement vieux et qui avait beaucoup de dettes. Et que finalement, les 2 dernières années, on ne s'est pas focus pour changer le visual style. On s'est vraiment focus sur changer plus l'expérience en profondeur qui était derrière, même si tout n'est pas encore en prod. Pardon? Ok, sur le côté. À droite? Cool. Cool. On est arrivé dans une boîte qui était finalement assez grosse et qui n'avait pas de designer. Et on avait tout à faire. Mais en même temps... Je n'arrive pas à le faire. Ah oui, je vais dire un truc avant. Le truc que je vais vous dire, c'est que quand on m'a proposé de venir travailler chez Blablacar, j'ai quand même ouvert le site pour voir à quoi ça ressemblait, parce que je n'étais pas un utilisateur du service. Et je suis tombé là-dessus, et je me suis dit, mais putain, ça ne va jamais arriver, je ne vais jamais bosser dans cette boîte-là. Les mecs doivent être extrêmement mauvais, c'est pas possible, quoi. Genre, ils font des trucs qui ressemblent à rien, et pourtant c'est une grosse boîte. Je n'ai pas bossé dans une team comme ça. Et en fait, j'ai vite appris qu'il n'y avait pas de team, donc ça m'a un peu changé mon avis. Je me suis dit, en fait, peut-être qu'il y a des choses à faire pour faire de zéro. Et du coup, quand on est arrivé dans cette équipe-là, on était vraiment des bébés, quoi. Personne ne savait comment on faisait le design. Moi et la personne qui était avec moi à cette époque-là, on ne savait pas non plus comment faire du design dans une boîte qui était aussi grosse que ça et qui bougeait aussi rapidement que Blablacar bougeait à cette époque-là. Donc on avait vraiment tout à apprendre. Et on a vraiment grandi un peu de ce côté, on est devenus un peu des adolescents, on a tenté plein de choses, beaucoup de first time, beaucoup de première fois qu'on fait du user research, première fois qu'on fait un design system, première fois qu'on fait, on design des data, on a eu beaucoup de premières fois, beaucoup de fails, et au bout d'un moment on a quand même réussi à grandir en termes de skills et aussi en termes de taille. Et du coup, on est aujourd'hui beaucoup plus mature sur comment on fait du design et on est vraiment prêt à passer à la prochaine étape de refaire un peu le produit de zéro. Donc, nos premières étapes, c'était vraiment début 2015. Donc, début 2015, le Blablacar, c'était déjà un produit qui grossissait énormément. Il y avait déjà 8 ans, on avait déjà plusieurs pays qui marchaient très bien, la France et les pays de Western Europe. Et on scalait plus en plus de pays tous les mois. On avait déjà 200 employés, on avait déjà plus de 100 millions de dollars en funding, c'était vraiment énorme, mais personne dans le design. Pour ceux qui n'ont jamais bossé dans une boîte qui grossit aussi vite, il faut vous dire que ça va extrêmement vite, et tout ce qu'on fait chaque semaine, c'est nouveau. Il n'y a personne qui sait comment on le fait, parce que personne ne l'a jamais fait avant nous. Donc on arrive dans cette ambiance-là, qui est d'une boîte qui va extrêmement vite, et on doit créer un nouveau métier qui est le métier de design. Le problème est que les gens ont l'impression que parce qu'on est une boîte qui est grosse et parce qu'on est connu, tout le monde pense qu'on sait, on est un peu comme ça, on est Raikkonen à Monaco et genre on va extrêmement vite entre tous les murs et tout va super bien. La réalité, c'est qu'on ne sait même pas ce que c'est le prochain virage. On va extrêmement vite dans une direction,
mais on découvre les virages petit à petit. On se crache souvent, mais on relance, et puis en fait on apprend. Donc c'est vraiment genre move fast, extrêmement fast, et après on s'adapte. Et c'est un peu genre tous ces premiers mois de design à Blablacar. Et on a eu plusieurs challenges dans ces premiers mois. Le premier, c'était vraiment comment on se fit dans la structure existante. Est-ce qu'on est une team indépendante? Est-ce qu'on est incluse avec les PM? Est-ce que notre rôle, c'est juste de faire des écrans? Est-ce que c'est de faire l'expérience? On a eu beaucoup, beaucoup de questions comme ça. Un premier exemple qui est... c'est un des premiers projets que j'ai fait quand je suis arrivé, qui était de faire un icône. Alors moi, je suis un mauvais interface designer, mais n'empêche que j'ai passé 4 jours à faire ce truc-là, 3 fois dans le bureau de Fred pour qu'on valide ensemble et qu'on itère. Quand je dis aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Un truc où on se dit, mais jamais de la vie, on aurait dû passer autant de temps sur ce truc-là. C'est pas là-dessus où on a de la valeur ajoutée. On peut prendre n'importe quelle icône sur une librairie, c'est la même chose. Mais n'empêche qu'à l'époque, c'était ce qu'on attendait de nous. Ce qui a vachement changé avec le temps. Et on a mis un peu de temps à mettre des mots sur comment devait fonctionner. Et je me rappelle bien d'un jour, un meeting qu'on avait fait avec toute la team produit, on devait être 5 à l'époque. Et donc on expliquait que so we are experience designer, our job is to design the experience of the product from a user point of view, blablabla. On expliquait ce côté, on est vraiment là pour faire l'expérience des gens et pas des écrans. Et on a eu une question d'un PM extrêmement rapidement, d'un product manager qui était, mais du coup ça veut dire que nous, PM, on va plus faire d'écran? Et cette question elle a vachement marqué parce que ça remettait en cause depuis des années comment il fonctionnait. Mais en même temps, on a eu une réponse qui est restée finalement dans les années, qui était, en fait, il y a vachement d'overlap entre l'UX et le PM. Il faut vraiment prendre ça, ce travail-là, comme des partenaires. Et on a eu cette phrase qui était like UX and PM are like a duo. Et cette phrase est restée dans le temps et on l'utilise encore aujourd'hui. On a même rajouté contenu avec. Et c'est vraiment devenu la base de notre pensée sur comment on fait le design à Blablacar. Parce qu'en fait, ça veut tout dire, cette phrase. Ça veut dire que d'un côté, il y a des PM qui ont souvent un cerveau qui les pousse à prendre des compromis pour des fois d'intérêt un peu plus business, short term, et nous, qu'on essaye de ne pas faire de compromis pour ce qui est mieux pour les utilisateurs. Et c'est l'alliance des deux qui fait qu'on arrive à faire des produits de qualité. Donc cette phrase est vachement restée dans le temps et ça a un peu défini le « How do we fit into Blablacar ». Le deuxième truc qui était important pour nous, c'était quel est notre focus, genre sur quoi on doit vraiment passer notre temps. Moi, ma motivation quand je suis rentré chez Blablacar, c'était de refaire la gueule de ces applications qui étaient dégueulasses. Et on se disait, putain, j'espère qu'un jour on aura un truc magnifique, que je vais pouvoir le mettre sur Dribble et que tout le monde va liker, que je vais être une superstar parce qu'on aura fait un truc génial. La vérité, c'est qu'il y avait zéro projet pour faire ça. Il y avait zéro projet qui était changer l'interface de Blablacar. Et chaque fois qu'on faisait des features, on touchait un écran et qu'on le refaisait mieux, ça allait jamais en prod. Donc c'était vraiment extrêmement frustrant. Jusqu'à un moment où tu te dis, mais quel est l'intérêt d'être là en fait? Si dans une boîte qui recrute des designers, mais qui s'en foutent en fait que ça soit mieux, quel intérêt qu'on soit là? Et c'est là qu'en fait que tu commences à comprendre que ton boulot, c'est pas de chercher à faire des trucs qui te font kiffer, et c'est d'avoir de l'impact sur la boîte dans laquelle tu travailles. Et il se trouve que l'obsession de Blablacar à ce temps-là, c'était deux trucs. Grossir, et c'était d'augmenter notre footprint. On voulait plus d'utilisateurs, on voulait avoir plus d'usages, et on voulait avoir plus d'empreintes dans le monde. Donc plus de pays, plus de gens. Et ce qui veut dire, dans notre cas, pas forcément avoir une meilleure interface. On avait un produit qui marchait en France, dans 2-3 pays en Europe de l'Est, il n'y avait aucune raison que ça allait nous empêcher de grossir. Et ce qui était assez vrai. Parce que nous, ce qu'on vend, c'est quand même pouvoir voyager d'un point A à d'un point B. C'est pas une expérience utilisateur de malade. Genre, on n'est pas Trainline, on n'est pas Sunrise. On ne vend pas le fait que l'interface soit magnifique. Ce qui peut être extrêmement frustrant pour un designer, mais ce qui est en fait assez intéressant parce que à partir de ce moment-là, notre focus n'a plus été, enfin notre motivation n'a plus été de créer des interfaces qui sont magnifiques, mais a été créée. Pour ma part, j'étais vachement focus à l'intérieur de la growth team sur tout ce qui était les marketplace dynamics, sur les problèmes d'acquisition et de matching entre drivers et passagers, toutes ces choses-là d'optimisation. C'est vraiment des projets qui sont KPI-led et tu passes ton temps à regarder une KPI, l'improve, faire des changements, des trucs qui vont jamais faire kiffer personne à l'extérieur, mais qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue design. Et moi j'ai passé 1 an à faire ça, et une autre partie de l'équipe a passé beaucoup de temps à créer
des booking systems ou des choses spécifiques pour chaque pays. Donc c'est un énorme impact en tant que designer. De l'extérieur, c'est pas le truc que tu partages et qui fait tout le monde, mais c'était quand même la meilleure chose qu'on pouvait faire en tant que designer. Donc au bout d'un moment, on a compris sur quoi on devait se focus. Troisième truc qui était un peu comprendre ce que c'est notre produit, ce que c'est nos utilisateurs. Finalement, nos utilisateurs sont extrêmement divers. Ça va de 18 ans à 70 ans, ça va du Brésil à l'Allemagne, à la France, à la Russie. Ils sont extrêmement divers et ils ont un usage du produit qui est vraiment low frequency, c'est genre quelques fois par an. Donc tu te retrouves avec un produit que les mecs utilisent quelques fois par an, avec des gens qui sont extrêmement divers. Donc d'un point de vue design, tu comprends vite que tu ne pourras pas créer des trucs de malade. Genre, tu ne vas pas dépasser les limites du design en travaillant chez Blablacar. Tu vas créer des patterns qui sont classiques, que les gens comprennent, et ton but, c'est juste de faire un truc qui marche et pas de faire un truc que personne n'a jamais fait. Et on l'a vu sur un truc qu'on avait créé un jour. On avait une feature qui permettait de publier des trajets récurrents, genre Paris-Nantes toutes les semaines. Et en quelques clics sur un calendrier, tu pouvais dire tous les jeudis, tous les vendredis, tous les dimanches, en désélectionner certains. Donc c'était très bien, un super pattern hyper rapide qui était bien adapté à nous. En réalité, vu que les gens, à chaque fois qu'ils ouvrent ton app, pour eux c'est quasiment une nouvelle app, bah, ça ne marche pas. C'est un truc qu'on a appris qui est, dès qu'il y a un truc qui sort un peu de l'habitude des gens, on ne leur fait pas un cadeau, il ne faut peut-être pas qu'on le fasse. Donc, on a commencé vraiment à comprendre, on a une philosophie de design qui est un peu plus différente que celle qui nous faisait rêver avant d'arriver, mais qui est quand même extrêmement intéressante. Le dernier truc, qui est vraiment qu'est-ce que j'ai le droit de faire. On tombe dans une boîte qui n'est pas de designer, donc ils ne sont pas habitués à ce que le produit change et qu'on itère et qu'on change vraiment en profondeur le design. Et nous, en tant que, comme toute personne qui est nouvelle dans une boîte, on met un peu de temps avant d'avoir un peu de confiance sur ce qu'on fait et qu'on puisse être confiant sur faire des bold moves pour changer un truc. Donc ça nous a pris un peu de temps d'avoir assez de projets, d'avoir assez de data points pour savoir ce qu'on est capable de faire et de ne pas faire, ce qui a de l'impact et ce qui n'a pas d'impact. Parce qu'il y a un truc qu'on a vraiment peur, c'est toujours de casser le produit. Tu as un produit qui fonctionne, il y a des tonnes de gens qui l'utilisent, il y a beaucoup de bookings chaque semaine. Tu n'as pas envie de péter de 1% la conversion. Parce que 1% de la conversion, c'est beaucoup, beaucoup de gens et d'argent. Donc tu as envie d'éviter ça. Donc tu es vraiment extra careful pendant longtemps, et au bout d'un moment, tu sais ce que tu es capable de faire et pas faire. Et c'est un boulot qui est encore vrai aujourd'hui. Et aujourd'hui, on continue à dépasser les limites de ce qu'on faisait avant, des trucs qu'on ne se sentait pas de faire. On ne sentait pas de faire de casser la payment page. Et ben on va la casser, on va changer la façon dont on rentre ta credit card. Pourtant, c'est une des trucs les plus sensibles, mais on se dit, bon, bah maintenant, on a fait assez de projets, on est capable de le faire. Donc ça, c'est un truc qui prend vraiment beaucoup de temps et qui est le plus important. Là, j'ai un exemple qui est quand je travaillais sur les problématiques de newbie driver success, donc c'était le succès des nouveaux drivers. Vu qu'ils sont nouveaux, ils ont tendance à avoir moins de passagers, donc du coup, leur success rate est plus bas. On a voulu s'amuser à les mettre en avant en les affichant en bleu. On va dire, attends, on va les afficher en bleu, on voit ce que ça donne, on met un petit label First Ride. Ça ne nous paraissait pas sorcier, mais en réalité, c'était la première fois que quelqu'un changeait le look d'un search result. Et en fait, il y a beaucoup de monde qui ont extrêmement peur en mode attends, tu fais ça un jeudi, mais il y a tout le week-end qui va passer. Est-ce qu'on va perdre des gens? Est-ce qu'on va péter la conversion? C'est vraiment une sorte d'excitation d'avoir touché la search result page. Alors qu'en réalité, on n'avait rien cassé, on avait juste augmenté un petit peu. C'était pas incroyable, mais c'est pas une catastrophe, quoi. C'est le genre de choses qu'il y a 2 ans, on touchait ça, les gens étaient apeurés. Maintenant, en fait, je ne sais même pas à quoi ça ressemble parce qu'il y a tellement de versions qui tournent différents et il y a des gens qui passent leur temps à faire ça. Ça inquiète plus personne, le fait que la search result page change en permanence. Voilà, hop. Next. Ça, c'est un peu la fin de notre first steps. Donc, on a vraiment appris à fitter, à comprendre ce qu'on pouvait faire, c'était quoi la largeur de ce qu'on était capable de faire. Et je vais lancer très vite à ce qu'on fait maintenant. Donc 2 ans plus tard, donc maintenant on a un peu plus de maturité, on a vraiment grossi en termes de skills et aussi en termes de nombre de personnes dans l'équipe. Nombre de personnes dans l'équipe, on a vraiment recruté, on est passé de 2 personnes à 15 personnes quasiment. Donc on a vraiment des gens beaucoup plus spécialisés et beaucoup plus experts dans chacun des domaines.
Pour donner un exemple, on est passé d'un mode où les PM faisaient à peu près tout à les PM et les UX travaillent ensemble. Je pense que je vais y arriver un jour. Travaillent ensemble, et puis après un jour, on a commencé à rajouter le contenu qui travaille avec nous. Le contenu qui est vraiment, qui n'est pas uniquement écrire des mots, qui est vraiment de penser à comment la meilleure façon de transmettre une information à un user. Ça peut être par des mots, ça peut être par un tone of voice un peu différent, ça peut être par des illustrations. Et c'est quelque chose qui a vraiment changé notre façon de faire le design. Après, on a commencé à rajouter un côté research qui était avant, on faisait nous-mêmes des user testing toutes les semaines, et puis après toutes les 2 semaines, et puis ça prenait de plus en plus de temps, en même temps ça avait de plus en plus de valeur. Du coup, on a eu une team qui s'est détachée, qui fait que ça maintenant. Et notre dernier move qu'on a fait en début d'année, qui était de splitter les UX en 2 parties. D'un côté, les experience designers, et de l'autre côté, les system designers, qui s'occupent de construire un système d'interface qu'on distribue à l'ensemble des designers. Et toutes les équipes tech. Pour vous donner un exemple d'un projet classique, disons que, par exemple, on a reçu via ce qu'on appelle notre Member Feedback Database. Donc on a une database de tous les feedbacks qui remontent depuis Twitter, Facebook et toutes nos équipes de relations membres. Tous ces feedbacks sont tagués, sont catégorisés, on a une sorte de vision big data d'un feedback. On est capable de dire, ce sujet-là, il monte, et on le voit de plus en plus souvent. Donc on peut identifier des trends et on va se dire, OK, il y a peut-être un problème autour du paiement par carte bleue en Italie. Et après, l'équipe research va essayer de comprendre c'est quoi ce problème-là, va faire des calling campaigns, va faire du travail de research classique. Ils vont nous remonter des insights. Dans ce cas-là, par exemple, pour le cas du paiement en Italie, ça a été... en fait, on s'aperçoit qu'il y a une bonne partie de notre member base qui sont assez jeunes et qui n'ont pas de carte bancaire, et qui du coup ont des cartes bancaires prépayées, et qui du coup, s'ils veulent payer 20 € sur Blablacar, ils sont d'aller à la post office pour mettre 20 € sur leur carte, de revenir chez eux, de payer. Donc c'est une friction qu'on n'a pas trop envie d'avoir chez nous. Imagine, ils se font cancel par le driver, du coup ils doivent retourner à la post office, remettre 20 € et rebooker un autre trajet, parce qu'on met 3 jours à les rembourser. Donc là, on a vite compris que il y a peut-être vraiment un problème autour des cartes prépayées en Italie. Mais c'est un truc qu'on peut apprendre que parce qu'on est équipe research. C'est impossible dans notre temps quotidien d'aller aussi profondément dans des sujets qu'on voit qui remontent comme ça par les feedbacks. Donc ce problème après là, il est un peu transféré à une squad. Pour vous expliquer très rapidement comment la Product et Tech Team est divisée, on a des tribes qui ont chacun un grand sujet, la Growth Tribe ou la Monetize Tribe, et qui, à l'intérieur de ce sujet-là, par exemple Monetize Tribe qui s'occupe de tout ce qui est monétisation et paiement, a différentes petites squads, donc des full stack teams avec PM, Content, Experience Designer et aussi des Tech Guys qui vont s'occuper de ces problèmes-là. On peut remplacer la squad Pay-in, donc qui s'occupe du paiement entrant dans la plateforme, qui va prendre ce sujet-là. Le PM il va se dire, est-ce que ce problème-là, c'est un gros problème? C'est quoi l'impact que ça pourrait avoir? Vraiment essayer de le prioriser et de le comprendre comme il faut. Parce que des problèmes, on en a des milliers. Des problèmes qui méritent d'être résolus, il y en a déjà beaucoup moins. Donc il fait vraiment ce travail-là. Une fois qu'il a un truc, il se dit, OK, ce problème mérite d'être réglé. Le content designers et PM vont travailler ensemble pour faire une première solution, faire des prototypes, essayer de trouver une belle idée. Après, on va refaire des user tests. On fait 2-3 heures d'user tests. On refait une version, 2-3 heures d'user test, on refait une version, jusqu'à trouver un truc qui fonctionne et qui mérite d'être testé en prod. Et là, pour être testé en prod assez rapidement, on construit des interfaces avec des briques d'interface d'un point de vue design et qui existent aussi d'un point de vue tech. Donc très rapidement, on peut construire des interfaces et après pouvoir itérer. Donc c'est vraiment genre réduire le pain to prod, genre le temps que tu mets pour aller en prod et l'effort que ça te demande pour que tu itères le plus rapidement possible. C'est un peu le modèle classique qu'on fait. Tous les projets ne sont pas faits comme ça. Il y en a qui le méritent, il y en a qui ne le méritent pas. Et en gros, pour résumer, on se retrouve avec des PM qui sont vraiment obsédés par le problème, des experience designers qui sont obsédés par la user journey. L'idée, c'est de se dire que les experience designers sont vraiment là pour penser la journée utilisateur du début jusqu'à la fin. Chez nous, ça va de « Ah, j'ai envie d'aller voir mes parents » à « Ah, j'ai un week-end de libre ». Qu'est-ce que je pourrais prendre? Un train, un bus, Blablacar. Blablacar, j'ouvre l'application, et là du coup on est sur le produit. Tu bookes, et tu n'es plus dans le produit, tu as un moment d'attente jusqu'à ce que tu voyages, et après une fois que tu as voyagé, tu retournes dans le produit pour arrêter. Donc en fait l'expérience est beaucoup plus large
que le moment que tu passes sur le produit. Donc il faut vraiment des mecs qui soient obsédés par ça et qui pensent à tout ça, parce que des fois, vous allez le voir un peu plus tard, on se retrouve avec des aberrations pas possibles, parce qu'on a juste pensé on a juste en tête le produit, on fait que par rapport au produit, alors qu'en fait c'est beaucoup plus large que ça. System designers sont vraiment là pour construire un scalable UI system. Ils sont vraiment obsédés par l'interface et tout le knowledge de créer une bonne interface et de distribuer à tous les expérience designers. Là, je suis un peu plus loin. Tous les expérience Oula, je suis trop loin. Bon, c'est pas grave. Tous les expérience designers, ils sont vraiment là pour utiliser ces interfaces. Et si ce système-là, et ce système a des limites, on l'améliore. Il n'y a pas une différence, il y a un overlap entre les deux, il n'y a pas une différence, une frontière ultime. Les deux s'alimentent. Mais on a vraiment envie que le système designer puisse maintenir ce système et le rendre disponible à tout le monde. Ensuite, on avait contenu. Le contenu, c'est vraiment tout ce qui est avec des mots et sans les mots, des illustrations. C'est vraiment les meilleurs à savoir comment on transmet un message utilisateur. Et en dernier, les research, ils sont obsessed par tout ce qu'on ne sait pas. Ça, c'est assez classique dans un produit. Une question que j'ai souvent, c'est pourquoi ce split entre experience designer et system designer. La raison pour laquelle, c'est que, j'ai un peu dit, c'est qu'on a besoin quand on a autant de designers qui sont séparés dans plein de petits squads, d'avoir une consistance au niveau du look de l'interface, mais aussi de la façon, la philosophie de faire l'interface. Pour donner un exemple, l'année dernière, on a créé ce qu'on a appelé Lego, qui était notre premier design system. L'analogie est assez facile, on crée des briques, on les assemble, on crée des écrans. Ce qu'on s'est aperçu avec le temps, c'est qu'on peut donner les mêmes briques à plusieurs designers, et ils vont construire le même écran de la façon différente. Pour donner une image, c'est que, imagine dans une box de Lego à 3 enfants. Ah oui, attends, j'expliquais pourquoi je l'ai créé, pourquoi on l'a créé. Avant, on avait 3 plateformes, plus le desktop, mais qu'on oublie le desktop, qui avaient une tête différente, donc ça n'avait pas trop d'intérêt. On a juste essayé d'identifier les différents composants et on les a rendus les mêmes. Genre, okay, le composant c'est comme ça, ce composant c'est comme ça, et à la fin on s'est retrouvé avec 3 interfaces qui étaient pareilles. Ça c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Ce qui n'empêche pas. Et du coup, il y a 3 fois la même chose et aussi toutes les pages, même si elles sont différentes, elles ont à peu près le même look. Donc ça nous aide vachement. On a gagné genre 50% de productivité pour construire des écrans et pas mal de productivité du côté développeur aussi. Le problème qu'on a vu avec les Lego, c'est que si on donne une boîte de Lego à 3 enfants, on leur demande de construire des bateaux, ils vont construire 3 bateaux différents. Pourtant, c'est la même boîte de Lego. C'est les mêmes briques. Toutes les briques de Lego, il n'y en a pas des milliers, mais c'est les mêmes. Mais à la fin, il y a des trucs différents. Donc on s'est dit, bon, il faut peut-être faire quelque chose comme ça. On a réussi à rendre consistant, on a réussi à créer les mêmes logiques derrière chaque brique. Mais il y a vraiment en fait, une connaissance de comment bien faire l'interface. Et il y a une philosophie à avoir qui nous correspond parce que nous, on a tel type de user, ils viennent très peu de fois, il faut qu'on ait les patterns qui soient les plus simples possibles, on a envie que l'expérience soit la plus simple possible, on a un tone of voice qui est un peu différent. Il faut que cette philosophie-là, on la voit. Et du coup, on a commencé à créer encore une sorte de feuille d'instruction de comment on construit des Lego. Et on est arrivé avec ce modèle-là qui est, je ne sais pas si vous connaissez tous les modèles d'Atomic Design et compagnie, c'est un peu plus simple et un peu différent. Donc on a vraiment des fondations qui sont les couleurs, les grids, les typographies, les motion principles. On a nos Lego qui sont nos composants auxquels on a rajouté des content guidelines qui sont extrêmement précises. On ne l'avait pas avant et ça a vraiment changé la façon, là, sur notre nouveau design system, sur comment on pense à propos des composants. Avant, on avait des composants dans lesquels on faisait rentrer le contenu. Maintenant, on a pensé le contenu et comment on parle aux gens, et on a créé les composants nécessaires pour ça. Donc ça a vraiment changé. J'aimerais bien pouvoir montrer sur des écrans, mais ce n'est pas encore en prod, donc ce sera dans quelques mois. Mais ça a changé beaucoup de choses sur la façon dont on fait l'interface, le fait qu'on puisse penser contenu en premier. Et le dernier, on n'a pas encore trouvé le nom de comment on va appeler ça, mais qui sont vraiment des user-centric templates. Pour vous donner un exemple, par exemple, il y a un template qui est As a user, I want to provide an information. Donc à chaque fois qu'un utilisateur il donne une information, on a créé un template qui sera le même. Et ce template-là, il peut avoir
Il était défini avec plein de petites choses. Donc ce template, il sert à récupérer des informations avec un tone of voice conversationnel. Il sert à réduire le connective load sur les users. Il nous permet d'avoir une expérience un peu plus riche avec plus d'explanation et plus d'illustrations. Généralement, cet écran, il fait partie d'un flow et aussi un peu des rules qui sont... on doit pas avoir... Ce qu'il doit y avoir dans l'écran doit suffire à lui-même. On n'a pas besoin d'ouvrir quelque chose d'autre pour en savoir plus. On va vraiment arrêter ce genre de choses. Et après, des petits détails qui sont généralement ce genre d'écran, ils ont un low commitment. C'est pas quelque chose qui, quand tu cliques, tu viens de faire une action qui est réversible. Voilà, ça, c'est un peu comme ça qu'on a défini ce template-là. Et à la fin, on se retrouve avec 3 écrans qui sont différents, mais qui ont au final le même template. Et quand on le voit, nous on le voit comme ça, qui envoie la navigation qui est au top, on voit ce qu'on appelle The Voice, qui est en gros un titre avec un tone of voice conversationnel. Et en dessous, il y a une action area qui peut être différente suivant l'action, et des fois on a un contexte. Donc finalement, on a le même template dans la philosophie, avec des composants qu'on utilise différents. Voilà, en gros ça fait 3 trucs différents. Et par exemple, si j'avais montré cet écran un peu plus tôt, à gauche, il y a l'ancienne version de la publication où on avait vraiment un écran entier avec vraiment du vieux formulaire à la bonne époque de l'Internet. Et on est passé en mode non, maintenant on va demander une information à la fois parce qu'en fait, des fois, savoir d'où tu pars ou il y a des questions qui sont un peu difficiles. Donc on va être extrêmement clair. Un action, un screen, one action, extrêmement facile, step by step, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc c'est imposer une philosophie un peu différente sur comment on fait de l'interface, finalement change vachement le produit et permet à n'importe quel designer dans une squad d'avoir la même philosophie que tout le monde. Il faut vraiment penser le design system comme la somme des connaissances de tout le monde données à tout le monde. Donc voilà, donc imagine demain je veux créer un flow qui permet de récupérer le numéro de licence de plaque d'immatriculation. Et ben en fait, je ne vais pas me poser 10 000 questions, parce que je sais que c'est la meilleure façon de demander une information, c'est de faire comme ça. Et voilà, j'ai utilisé un template et les bons composants, et ça va aller extrêmement vite. Voilà. J'ai un deuxième exemple qui va, par exemple, une option, avant qu'il y ait une petite box dans un formulaire, bah, va devenir un écran avec une illustration qui t'explique regardez comment on est bien quand on est 2 à l'arrière, alors que si tu étais 3, ce serait quand même beaucoup plus serré. Donc on peut mettre un peu d'emphase sur des choses avec un peu plus de contexte qu'on ne pourrait pas le faire si c'était une checkbox. Donc voilà. Donc l'intérêt d'un design system, c'est vraiment cheap, better interface, faster. Donc c'est vraiment, on a une meilleure qualité d'interface parce qu'on sait comment on fait, on a une bonne philosophie derrière, et ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Une autre question, c'est du coup, qu'est-ce qu'ils font les experience designers s'ils font plus beaucoup d'interfaces? Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'occupent vraiment de l'expérience des gens et de cette journée-là. Et pour ça, je vais vous montrer un exemple qui est il y a à peu près 1 an et demi. On a eu un problème qui était remonté. On s'est dit que ça avait valu le coup qu'on le résout. Qui était, des fois, c'est compliqué pour un driver et un passager de se rencontrer sur un point de rencontre. Genre, la place est un peu grande, on ne sait pas trop où on est. C'est une friction qu'on aurait bien voulu enlever. On a réfléchi à plein d'idées et on s'est dit on va faire un truc génial, on va faire une carte en temps réel où on voit tout le monde en temps réel et on peut les localiser, ça va être incroyable. On était très très fiers, on a fait une vidéo et tout où les gens ils sont contents dans la voiture, ils sont heureux, tout ça. La réalité c'est que ça n'a pas du tout marché, mais genre pas du tout, juste parce qu'on a fait des erreurs de design assez massive. C'est pas l'unique raison pour laquelle ça n'a pas marché, mais ça avait l'air extrêmement sexy. Le driver, il est content, il met son point. Du coup, après, les passagers vont être contents parce qu'ils vont savoir que le driver est arrivé. En réalité, on s'aperçoit que on avait fait très peu. On pensait avoir une bonne idée, on avait fait très peu de research et penser à cette journée en entier. Et quand on y pense, pour un driver, recevoir une notification 1 heure avant, c'est certainement le plus mauvais moment pour recevoir une notification parce qu'il est soit déjà en voiture, sans préparer ses bagages, ou il est en stress pour partir parce qu'il va partir en week-end, il a oublié plein de trucs, ou peut-être qu'il n'y aura pas son téléphone. Enfin, dans tous les cas, il ne s'attend pas à recevoir quelque chose de Blablacar. Donc déjà, si on pense à ça, on peut se dire, ben, on l'aurait peut-être fait différemment, peut-être qu'on l'aurait dit au moment de la publication, au moment où il a eu son premier passager, ou peut-être 24 heures avant pour qu'il ait le temps de le voir. Déjà, on a fait une erreur sur le timing. Et après, on a fait même une erreur sur finalement voir en temps réel sur une map
c'est pas la meilleure façon de se rencontrer. Et on s'aperçoit que les gens, en fait, ils s'appelaient, et c'était plus rapide, et c'était beaucoup plus simple. Donc le problème, c'était peut-être pas de se localiser sur une place, c'était juste d'avoir des points de départ qui sont plus précis en avance, pour qu'en fait, on arrive à améliorer cette expérience de rencontre. Mais ces questions, on se les a trouvées plus tard, alors qu'on aurait pu s'en apercevoir avant. On était vraiment très contents. Hein. Alors qu'on s'est pu s'en apercevoir avant, parce que on avait fait un vrai travail de user journey. Ouais, complete disaster. Ouais, notification, je l'ai dit. Et j'ai dit ça aussi. Voilà, donc pour résumer, il nous reste 9 minutes, c'est bien. On est passé d'un moment où on était vraiment 2 designers à une équipe qui est extrêmement plus grosse. On inclut les expériences, système, contenu et research. Même si research et contenu sont des teams séparés de expérience et système, ils font vraiment le boulot qu'on faisait avant quand on était 2, on faisait à peu près tout. Avant, on travaillait vraiment de façon indépendante. On était 2, un peu séparés. On faisait les projets à la fin quand ils arrivaient. Alors que maintenant, on est vraiment à l'intérieur des full stack team. Et on est dès le début, dès qu'il y a un problème, on le pense, enfin, dès sa naissance. Avant, on faisait vraiment chaque écran séparément. On regardait le précédent, on le faisait mieux, et voilà. Maintenant, on pense vraiment de façon hyper système et scalable, parce que on s'aperçoit que finalement, on s'aperçoit que dans les 2 dernières années, on a créé énormément de dettes, alors qu'il y avait déjà une dette énorme avant. Et il faut vraiment qu'on se force à faire un truc consistant et scalable, sinon on va dans le mur d'un point de vue design, ça va être impossible à gérer. Quatrième truc qui est, avant on faisait des fonctionnalités, on veut faire ça, bon, on va créer l'interface pour que ça marche. Maintenant on essaie de faire des expériences, qui est je veux que l'expérience d'un nouveau driver soit la meilleure possible, qu'est-ce que je peux faire? Et là on va trouver les fonctionnalités qu'on doit faire ou enlever pour y arriver. Et le dernier truc on était vraiment meaningless pour la carte design, parce que ça n'existait pas. Et maintenant, je pense qu'on a réussi à gagner une légitimité qui nous permet de faire beaucoup plus de choses. Ouais, ça marche pas. Je veux dire un big thank you à toute la team qui où je travaille, parce qu'en fait, c'est un des conseils que j'ai donné, qui est sans eux, en fait, on ferait rien, parce qu'on a chaque fois qu'on a recruté, on a essayé de recruter une nouvelle personne pour augmenter notre bande passante de design. On s'est vraiment forcé à recruter des talents et des gens extrêmement bons sur un truc. Il peut être un 8 sur 10 sur à peu près tout, mais un 12 sur 10 sur une chose. Et c'est un conseil que je donne tout le temps, c'est ne recrutez pas pour avoir plus de designers, recrutez des mecs extrêmement bons sur un truc. Genre même si vous n'en avez pas besoin encore maintenant, par exemple Caroline qui est notre head of research maintenant, au moment où on l'a recrutée pour faire du design d'écran, c'est pas le truc qu'elle est le meilleur, mais on savait qu'on avait besoin d'elle à un moment, quoi. Donc c'est pas grave si vous en chiez parce que vous n'arrivez pas à shipper ce que vous avez besoin de shipper. Ce qui est important, c'est les gens, et vraiment des gens extrêmement bons. Après, je dis ça, c'est un peu spécifique parce qu'on sait qu'on grossissait et qu'on avait besoin de recruter plein de gens. Donc c'est un conseil qui s'applique qu'au genre au big scale-up startup. Mais voilà. Du coup, merci. Il nous reste 6 minutes 17 pour des questions.